Je vous salue tous. J'espère que la salle va se combler, parce que le sujet aujourd'hui est passionnant. Je suis content de voir certains d'entre vous que je n'avais pas vus depuis quelque temps parmi nous aujourd'hui. Et avant de commencer cette séance, je pense qu'il faut lire le procès-verbal de la séance dernière. Et je donne la parole à notre secrétaire annuel, M. Germain. Monsieur le Président, chers collègues, compte-rendu de la séance du 5 décembre 2012, communication libre, présidence Jacques Beaulieu. La première communication, comment traiter une fistule œsotrachéale en 2012 par Philippe Dartevel et Olaf Mercier, Frédéric Kolb et collaborateurs de Paris. Les trois points importants, la résection trachéale associée à une suture directe de l'œsophage est l'idéal. Et les auteurs se servent volontiers de deux lambeaux, le lambeau cutané perforant pédiculé mammaire interne et le lambeau supraclaviculaire en cas de fistule importante. Les intervenants sont Olaf Mercier, Bernard Lobel, Jean-Michel Dubernard, Philippe Dartevel, Jacques Beaulieu, Dominique Grunenwald. La deuxième communication, macro-réimplantation du membre supérieur, technique chirurgicale et progrès de la recherche, par Franck-Marie Leclerc, Michel Germain, Ueli Buchler, Esther Veugeline de Berne et de Paris. Trois points importants, la phase préchirurgicale avec la gestion de l'accueil sont des points essentiels. L'arbre de décision clair a été présenté par l'auteur et le grand intérêt, c'est de réduire le risque de lésion d'ischémie reperfusion. Les intervenants, Georges Casanova, Jean-Michel Dubernard, Jacques Beaulieu, Yves Loger. Troisième communication, rapport de 5 années sur le projet du second avis médical du groupe d'études allemand sur le cancer du testicule par Anderson Kuetsch, Schmelz, Schrader, de Koblenz et d'Ulm en Allemagne. 3 points. Il existe un réseau national de centres experts en Allemagne, avec les différents centres qui sont sur cette carte. Et il existe par contre une divergence importante, dans 40% des cas, entre le traitement proposé par le premier chirurgien et les centres experts. D'où des lignes directrices qui sont inadéquates, avec des excès thérapeutiques entraînant parfois des infarctus du myocarde chez les patients. Intervenants, Alain Houlgat, Jacques Beaulieu, François Richard, Bernard Lobel. Quatrième communication, épidémiologie de la chirurgie bariatrique en France de 2005 à 2011 par Andrea Lazzati, Guy Lachuer, Delaunay de Paris. La France est le deuxième pays au monde en nombre d'interventions par habitant en chirurgie bariatrique. Le PMSI montre, et c'est très bien illustré sur ces courbes des auteurs, une augmentation du bypass gastrique et de la sleeve gastrectomie, avec un décroissement des indications des anneaux gastriques. Et en France, une croissance, d'ailleurs dans le monde entier, une croissance exponentielle du traitement de l'obésité. Intervenants, Christian Gouillat, Philippe Marr, Yves Chapuis, Bernard Delettre, Jacques Beaulieu. Cinquième communication, navigation et chirurgie du racisme. Quelle nouveauté, 15 ans après, par Philippe Merloz de Grenoble. Le gros intérêt, c'est de localiser en 3D la position des instruments. La navigation donne, les orthopédistes le disent bien, donne une précision indispensable. Et le système idéal, c'est le système actuellement, c'est le scanner de bloc 3D, avec toutefois une avancée du système de fluoronavigation en 3D. Sixième communication, la bilobectomie est-elle une opération satisfaisante pour traiter les cancers du poumon non à petites cellules par Philippe Picard, Maxime Hendrix, Paul Rosa et collaborateurs de Caen. Le travail porte sur 104 patients et il trouve que les 3 facteurs déterminants pour le pronostic de ces cancers, c'est le stade TNM, l'exérèse complète, le tabagisme. Et la bilobectomie leur donne une survie à 5 ans de 57%.
Il résèque volontiers actuellement la 6e côte pour donner le meilleur résultat. Intervenants, Dominique Grunenwald, Jacques Beaulieu, Bernard Andréassian. Merci infiniment. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Germain, de cet excellent compte-rendu. Quelqu'un veut-il prendre la parole, intervenir, apporter son expérience à propos du procès verbal? Monsieur Bernard Launois. Merci, Monsieur le Président. Dans la discussion de la première communication, vous avez évoqué l'exclusion bipolaire de l'œsophage. En 1967, avec Jean-Noël Maillard et Oscar Galvao, nous avions décrit l'exclusion bipolaire de l'œsophage. Le troisième auteur, Oscar Galvao, était un obscur chirurgien brésilien, qui plus est gynécologue, perdu dans un service de chirurgie œsophagienne. Et pour l'insérer un peu plus dans ce service, il avait été associé à cette publication. Il parlait très mal le français, mais il connaissait très bien le sens des mots. Et à l'époque, on parlait d'exclusion bilatérale de l'œsophage. Il nous a dit, mais c'est pas français. Bilatéral, ça veut dire des deux côtés. Vous devez l'appeler exclusion bipolaire de l'œsophage. Et depuis, le nom est resté. La technique est très précise. Voici cette technique. Section de l'œsophage avec fistule œsophagienne cervicale, œsophagostomie cervicale. Puis, pour la nutrition, une sonde de gastrostomie qui est en fait néfaste car elle entraîne un reflux gastro-œsophagien par la disparition de la poche à air, et il a donc été nécessaire d'associer une ligature ou une section de l'œsophage inférieur au-dessus du cardia. Par la suite, avec l'apparition des pinces mécaniques TA30 et GIA, il a été très facile de réaliser ces exclusions bipolaires de l'œsophage. Dans cette publication de 67, il y avait 27 exclusions bipolaires de l'œsophage pour des perforations œsophagiennes, bénignes ou malignes, dont 2 fistules ésotrachéales malignes et aussi des fistules anastomatiques. Et je voudrais dire un mot à propos des fistules ésotrachéales malignes, qui constituent une maladie effroyable. D'abord à cause de la dénutrition, ensuite à cause des fausses routes, l'asphyxie menaçante, une impression de noyade permanente, et puis enfin, c'est pour ça que j'ai voulu intervenir à propos du procès verbal, parce qu'il est impossible d'avoir un abord direct. Alors le retentissement pulmonaire est énorme. Vous voyez ici 2 radios pulmonaires de l'époque, avec à droite un abcès intrapulmonaire, et à gauche, vous avez une bronchopneumonie de déglutition avec des images qui sont très parlantes. Et si on fait un transit, vous avez ici un transit, d'une part, vous apercevez qu'il y a un obstacle au niveau de l'œsophage et que toute la salive part dans la trachée. C'est la raison pour laquelle il paraît assez judicieux de faire une exclusion bipolaire de l'œsophage. Malheureusement, cette exclusion bipolaire de l'œsophage a quand même des inconvénients. Il y a une fistule cervicale salivaire permanente au cou. Il y a une nutrition par sonde de gastrostomie ou de jéjunostomie. C'est une intervention palliative, car c'est une intervention en fait de sauvetage. La qualité de vie est médiocre. Et puis, il n'y a pas de... il y a un risque de perforation, un risque de reperméation ésophagienne, pardon. Et puis enfin, il y a un risque d'ésophagocèle, comme on peut voir ici. Voici un malade qui avait une exclusion bipolaire de l'œsophage. Il a fallu secondairement retirer l'œsophage qui était exclu et qui avait évolué pour lui-même. C'est la raison pour laquelle, quand nous sommes arrivés à Rennes, nous avons complété l'exclusion bipolaire de l'œsophage par une ésophagoplastie systématique. Ici, il s'agit d'une intervention de Akiyama, avec un drainage œsophage inférieur par une anse en Y
et bien sûr une jéjunostomie. Ces résultats sur 18 fistules ésophageales malignes ont été publiés dans l'American Journal of Surgery et les résultats nous sont apparus intéressants car vous voyez, voici la localisation de ces fistules ésophago-trachéales malignes. Bien sûr, il y en avait sur la trachée, mais vous en aviez aussi sur la bronche gauche, sur la bronche droite, sur la bifurcation trachéale. Même ici, un abord direct serait difficile. Si on regarde les résultats à long terme, vous voyez qu'avec la simple ésophagoplastie, on a une survie à 23 mois, que 2 malades sont encore vivants avec l'Akiyama au moment de la publication. Il s'agit donc, sur 18 malades, d'une intervention intéressante qui apporte un confort excellent aux malades, qui évite cette asphyxie permanente et angoissante, et qui permet aussi de faire maintenant une chimio-radiothérapie à visée curative. Alors bien sûr, il y a d'autres alternatives, la double prothèse, l'intervention de Kirchner-Hong ou l'intervention de Postlethwaite qui a Gavriliou inversé, mais nous pensons que cette exclusion bipolaire avec intervention de l'Akiyama est aussi une bonne solution et qu'en tout cas, elle permet éventuellement d'envisager un traitement chimio-radiothérapique à visée curative. Merci de votre attention. Bon, merci, Monsieur Launois, de nous avoir rappelé cette méthode. Moi, je l'ai utilisée, j'y crois beaucoup. On peut faire maintenant des moignons très courts. Curieusement, le moignon se rétracte et quelques mois après, il n'y a plus de trace de la fistule. Ça, c'est le premier point que je voulais signaler. Le deuxième point, il est possible de faire effectivement, comme vous l'avez très bien rapporté, la reconstruction en un temps, par une plastie rétrosternale. Et troisième point, une indication qui n'était pas abordée dans votre article et qu'on voit maintenant fréquemment, c'est des malades qui sont traités exclusivement par radiochimiothérapie avec de très fortes doses pour des cancers de l'œsophage. Certes, ils sont guéris, leur tumeur est contrôlée, mais ils ont une fistule. Et ça, c'est des très bons candidats. Et j'ai ainsi des survivants bien au-delà de ces 2 ans. C'est une indication qui méritait d'être rappelée ce jour-là parce qu'elle me paraît tout de même moins agressive et moins complexe que ce qui a été présenté. Encore que ce qui a été présenté était tout à fait magnifique. Merci, Monsieur Launois.